Je vais juste faire un petit truc au niveau de la manette parce que j'ai des vibrations et je n'aime pas ça du tout. Si je peux le tirer. Et je le retire au départ. C'est pas très grave. Allez, on est parti. Bienvenue dans Jean-François Gilles. Tout savoir relatif aux hiéroglyphes s'évanouit entre le 5e siècle de notre ère et la Renaissance. De nombreux passionnés s'efforcèrent d'en déchiffrer la langue sans grand succès. Quelques chercheurs parvinrent néanmoins à identifier des noms et certaines structures grammaticales et à confirmer que les cartouches correspondaient à des noms d'autres. Il manquait un élément d'information crucial qui fut révélé grâce à la découverte de la pierre de Rosette. La pierre de Rosette fut découverte en 1799 par Bouchard, un soldat de l'armée de Tonata. Cette stèle date de l'an 187 avant notre ère. Le texte qu'elle porte est écrit en égyptien antique et en grec, en 3 alphabets, hiéroglyphique, démotique et grec. Après la défaite de Bonaparte en 1801, les Britanniques s'emparèrent de la pierre. Elle se trouve depuis 1802 au British Museum, mais demeure à ce jour l'objet qui attire le plus de visiteurs. Ouais, quand même. Dans mon souvenir, c'est Champollion qui a su la lire. La première traduction, réalisée en 1803, se cantonnait à la partie en grec. Il s'agissait d'un édit du pharaon Ptolémée V, rappelant à ses sujets qu'il avait conduit l'Égypte à la prospérité. La pierre fut intégralement traduite 20 ans plus tard par Jean-François Champollion, qui travailla sur un facsimilé. C'est bien ça, c'est lui qui l'a traduite en entier. En étudiant la pierre, Champollion fit une observation fondamentale qui permit de lever le mystère. Les hiéroglyphes n'étaient pas seulement des idéogrammes, mais aussi des phonogrammes. Les hiéroglyphes sont composés de grilles phonétiques, de caractères uniques et de logogrammes. Il s'agit d'une association de phonétiques, d'alphabets et de mots entiers qui, une fois réunis, forment une langue. Champollion a constaté une différence entre le nombre de caractères hiéroglyphiques et le nombre de caractères grecs correspondant au même mot. Ceci l'a conduit à penser que les hiéroglyphes des aspects phonétiques. Et toi, De cette prise de tête, Champollion chercha à identifier le nom de ce prononciation phonétique, puis à proposer de désigner égyptien et en grec. En validant la présence des murs de Ptolémée et de Cléopâtre dans ses textes et en confirmant qu'ils présentaient les mêmes motifs phonétiques que la pierre de Rosette, Champollion sut qu'il était sur la bonne voie. Lorsqu'il s'attaqua au déchiffrement de la pierre de Rosette, Champollion maîtrisait déjà plusieurs langues anciennes. Il tira profit de sa connaissance de Copte pour identifier le hiéroglyphe disque solaire de l'obélisque comme étant la traduction phonétique de Brève. Les traductions ultérieures confirmèrent ces conclusions. Les hiéroglyphes égyptiens englobaient l'alphabet de manière phonétique et déterminative, ce qui signifiait que le symbole représentait le nom d'une mer.
complexe, hein, les hiéroglyphes, en fait. Là, je pensais faire 5 thèmes de Discovery et puis passer après sur Mario Kart et Fresh Start. Donc là, c'est la fondation de Sirène. Bienvenue dans Sirène. La région de Cyrénaïque s'étend le long de la côte d'Afrique du Nord. Dans l'Antiquité, on l'appelait Pentapolis, en référence aux 5 villes principales qui composaient les colonies grecques. En 630 avant notre ère, les colons grecs fondèrent la ville de Cyrène, sur un plateau des montagnes vertes situé dans l'actuelle Libye. L'augmentation rapide de la population a amené Cyrène à s'étendre sur les terrasses du plateau, ce qui en fit la première et la plus grande des 5 colonies. La ville de Cyrène Héra, l'île natale de Bathos, ne pouvait plus nourrir ses habitants. Bathos consulta l'oracle et lui dit de rejoindre la côte d'Afrique à la recherche de terres cultivables. La ville connut une série de rois pendant les 2 premiers siècles de son existence. Mais une révolte mit fin à la monarchie et la cité fut ensuite dirigée par l'aristocratie. Les édifices majeurs de Cyrène étaient les temples consacrés à des dieux grecs comme Apollon, Déméter et Zeus, mais aussi ptolémaïques comme Isis et Sarapis. Une vaste agora occupait le centre de la ville. C'était Acropole, se trouvant du côté ouest. Une muraille fut ajoutée pour du port à la fin du XXe siècle de notre ère, et comme la ville continuait à s'agrandir, les bâtiments furent construits. En fait, les villes égyptiennes ont vachement hérité des villes grecques. Sous l'influence romaine, la ville devint une importante place économique et son influence grandit en Méditerranée. L'école de médecine de Cyrène éclipsait toutes les autres, mis à part celle de Beauce en Grèce. Certains des plus grands mathématiciens, astronomes et géographes sont nés à Cyrène, où se sont installés dans les écoles de la ville. Parmi ces dernières, il y avait un institut de philosophie fondé par Aristote, disciple de Socrate. De l'an 115 à l'an 117 de notre ère, la révolte du quartier juif causa d'importants dégâts à Cyrène. Au fil du temps, les batailles, les séismes et la mauvaise gestion des récoltes de Sylvie plongèrent la ville dans le chaos. Elle fut finalement abandonnée en l'an 365. Chute de l'Empire romain, en fait. Avec sa rade naturelle protégée par d'oisives et des criques rocheuses, le port voisin d'Apollonia constituait un site idéal. Le port fut progressivement doté d'un phare, puis de quais et d'entrepôts qui accueillaient des denrées de plus en plus nombreuses. Ouais, je dois monter. Tombe pas maintenant. On peut pas monter, si. Vas-y.
succès commercial de son vol permit à Apollonia de surclasser les sirènes jusqu'à devenir la capitale. Les tremblements de terre entraînèrent la disparition d'une bonne partie de la ville originale. Donc c'est une zone sismique assez importante aussi. Ça détruit la ville. Comment je fais pour redescendre? Ah non, mais descends l'échelle. Il saute. Tant que t'as les genoux plus solides que les miens, ça va. Attends, je vais monter. Là, c'est fini. Ah là, oui, c'est fini. D'accord, ok, je comprends mieux. On passe à l'Agora et les termes, du coup. J'avais pas compris que c'était fini. C'est le bon. Le jeu à l'époque romaine, mais notre équipe a décidé de classer une arène pour deux raisons. Elle a estimé qu'il était important de présenter cet aspect de la vie romaine, et elle a considéré que cela permettrait d'offrir des possibilités de gameplay intéressantes. Historiquement, les premiers gladiateurs étaient des prisonniers de guerre. Ce spectacle composé de violents affrontements en hommes face à des animaux sauvages perdura pendant près d'un millénaire. Les volontaires s'engagèrent dans l'arène. Assoiffés d'argent ou de célébrité, les combattants les plus talentueux relevaient le niveau de ce divertissement. C'est ainsi qu'est né le métier de gladiateur. Liés par contrat ou laisse, les combattants étaient nourris, entraînés et gardés dans une sorte de caserne. Un entraînement bien spécifique. Certains gladiateurs étaient légèrement protégés, d'autres portaient une armure plus lourde, et chaque type de combattant disposait d'un armement et d'une armure spécifique. Les organisateurs faisaient souvent s'affronter deux factions ayant les faveurs du public. C'était cruel quand même à l'époque. Je sais pas si les combats étaient à mort ou pas. Les épreuves étaient très organisées. Les combats se déroulaient en musique et sous l'œil d'un arbitre. La mort, que ce soit au combat ou sur décision, n'était pas toujours la seule issue pour le vainqueur. Certains étaient libérés en reconnaissance de leur talent et acquirent une grande notoriété. Malheureusement, je pense que la plupart, l'issue a été un peu fatale, quoi. Ah, j'ai plus de batterie sur. On verra. Oui, du coup, j'étais parti là. C'était pas aller sur celui que je voulais, mais c'est pas grave. Hop. Ah, si j'ai plus de pièces, j'irai en chercher, c'est pas grave.
Pour les piles du Duracell, elles n'auront pas duré longtemps parce que je les ai que depuis une semaine, mais c'est pas top, hein. Bienvenue. Ça va bien. Dire qu'il y avait de la mythologie égyptienne aussi, mais en fait, ils s'en parlent pas beaucoup. Débat public des trucs pour grecques et romaines. Et Tyrène ne faisait pas grec. Deux termes, d'époques différentes, ont été découverts par les derniers. Une inscription à l'entrée de l'Inde pourrait avoir été placée par son propriétaire. Elle fait remonter son bâtiment à la période hellénique.
Faire une petite pause pipi. Je reviens. On continue. Donc le temps de dessus. C'est parti. Il est beau. C'est magnifique. Moi j'admire ce qu'ils ont pu faire et tout. C'est un truc de fou. Ils ont fait des choix en fait sur comment raconter les choses et tout ça. C'est intéressant qu'ils expliquent ce qu'ils ont choisi, tout ça. On va finir les trois là, comme ça on aura fini.
ce thème-là. Puis après, on va partir sur Mario Kart. Découvrir les nouvelles maps. Pour l'instant, j'en ai fait quelques-unes en 50cc. Je vais en faire d'autres. Le but, c'est d'avoir toutes les coupes, même si j'en ai une déjà qui me résiste, une ou deux, je crois, qui me résiste sur les sets de départ. Allez, go. Bienvenue dans les grands sirènes. Le sanctuaire d'Apollon se trouve sur un promontoire du plateau de Cyrène, surplombant la Méditerranée. On pouvait y accéder par la route depuis Apollonia, par la nécropole ou par la voie sacrée provenant de la ville. Ptolémée, tels que Saramys et Isis. Les décorations de nombreuses fontaines représentaient d'autres dieux, dont la divinité de la ville, Cyrène. Vestibule, et l'entrée du sanctuaire y mettait en valeur la fontaine d'Apollon, dieu du soleil et de la protection. Le sanctuaire construit en son honneur était considéré comme sacré. Ce temple imposant, bâti sur un promontoire naturel de 200 mètres de long et de 50 mètres de large, était entouré d'une grande colonnade fortifiée. Les portions mises au jour par des archéologues indiquent que des restaurations des colonnes ont eu lieu en 115-116 de notre ère. L'autel se trouvait devant le temple. Deux dataient de la même époque, mais ils furent restaurés à des dates différentes. Chaque année, ils sacrifiaient devant l'autel de nombreux taureaux afin d'honorer Apollon. L'empreinte de l'anneau qui servait à maintenir les animaux est encore visible sur la pierre. Et à l'époque romaine, la statue d'Apollon Cyrène a été retrouvée près placée dans le temple afin de mettre en valeur la divinité majeure de la région. Statue d'Apollo par chez moi pour une expo. Qui est d'habitude au Louvre, je crois, si je dis pas de bêtises, j'en ai eu quelques temps. L'amphithéâtre de Cyrène se trouve près de ce qu'on appelle la terrasse de Myrtusa, dans les environs du sanctuaire d'Apollon, qui fut bâti au-dessus de l'ancien théâtre au XIe siècle. Initialement employé comme scène, le théâtre fut transformé en amphithéâtre en raison de l'appétit du peuple pour les spectacles romains de gladiateurs. C'est dommage, quand je prends une capture, ça enlève
La belle vue. Les entrées étaient situées aux deux extrémités de l'amphithéâtre. Un mur avait remplacé les deux premiers rangs de gradins afin de protéger les spectateurs des animaux sauvages. Le tunnel, utilisé pour la parade des animaux et des gladiateurs, faisait le tour de l'arène, différent à celui du Colisée de Rome qui se trouvait en dessous. Le sous-sol et les couloirs abritaient les gladiateurs et les animaux. Les grandes charges élevaient les cages au centre de l'arène. Il y en avait un comme ça dans Discovery Tour sur Odyssey. Ça ressemblait carrément, enfin l'amphithéâtre était presque identique. C'était là où ils faisaient les trucs de démocratie et tout ça. Comme le théâtre initial était proche de la falaise, il fut impossible d'en faire un cercle parfait. L'édifice final eut donc une forme ovale, mais cela ne l'empêcha pas d'offrir une excellente vue depuis chacune de ses faces. Pour des raisons techniques, notre équipe a décidé d'opter pour une forme circulaire, en utilisant comme référence le théâtre romain. Ce thème-là, du coup. Si je me trompe de bouton, on ne va pas y arriver.
Bienvenue dans les principales exportations de Sirène. Oh, désolé, monsieur, il fallait pas me couper la route. La principale source de richesse de Sirène fut la culture et l'exportation du pavot et du silphium. Si l'opium extrait du pavot était également exporté, on ne sait que peu de choses sur cette culture. En revanche, on en sait beaucoup plus sur celle du silphium. Le silphium, plante à fleurs jaunes, était considéré comme un don du dieu soleil. Il poussait exclusivement dans cette région proche de la Méditerranée, et l'extrait de silphium était exporté à prix d'or. Pour Sirène, son importance économique était telle qu'il figurait sur ses pièces de monnaie. En général, ce qui est sur les pièces de monnaie, c'est ce qui rapporte. Sinon, ça n'a pas d'importance. La racine de silphium Salut Evemax. produisait une résine que les Grecs et les Romains employaient dans divers remèdes, de la toux à l'indigestion en passant par les fièvres. Elle était également employée comme contraceptif. Cette herbe était aussi utilisée en cuisine, comme l'indique un recueil de recettes du IVe siècle avant notre ère, notamment une préparation de flamand. D'accord. Bon. Comment tu vas Evemax? T'as passé une bonne journée? La surexploitation due à la demande et les évolutions climatiques entraînèrent progressivement la disparition du silphium. Les dernières mentions de silphium datent du IVe siècle de notre ère. À ce jour, on n'a retrouvé aucune trace de cette plante. D'accord. Nos ancêtres n'ont pas fait mieux que nous, hein. Alors, sur les pyramides, on en avait déjà fait deux. C'est pas ça que je voulais. C'est pas ça que je voulais non plus. Est-ce que là, on en avait fait deux. Là, on en avait fait une. Là, zéro. Je crois. Ouais. Et Rodin, je n'en ai pas fait non plus. Ok. Bah, écoutez, on va continuer. Le week-end, ça y est, enfin. Tu me dis si c'est indiscret, mais tu travailles, t'es en études, toi, Evemax? Parce que moi, pour les bruits, je suis en train de prendre des notes. Pour noter les thèmes qu'on a déjà fait. T'es pas obligé de répondre si tu trouves ça indiscret. Développeur pour l'aéronautique, d'accord. Ouais, donc il y a du boulot. Alors, on va aller à l'intérieur de la pyramide de Djéser. D'accord. Donc t'es en train de faire pour changer de boulot. Ok. Ouais, des fois, il y a besoin. C'est un truc qui me tenterait, développeur, mais il paraît que je suis pas assez logique pour faire ça. Bienvenue dans à l'intérieur de la pyramide de Djéser. Imhotep, l'architecte de la pyramide à degrés, fut un homme très important pour Djéser et pour les Égyptiens de l'Antiquité en général. Le socle de la statue de Djéser, mis au jour en 1926, loue les talents de charpentier, sculpteur, bâtisseur et chef des contremaîtres. On ne sait que peu de choses de sa vie. Si des textes médicaux lui sont attribués, c'est essentiellement à son rôle d'architecte qu'il doit sa renommée. De la conception de la pyramide aux éléments intégrés
et Imhotep, son grand architecte, a même été déifié par les Égyptiens de la période. Ah oui, pour moi, c'est très compliqué et pour l'instant, c'était une réflexion parce que avec ma mobilité qui réduit, je me posais la question pour dans quelques années, mais je verrai ça dans quelques années. Ah oui, ça, je comprends les trajets. J'ai donné pendant longtemps et j'étais bien contente d'être arrivée à 3 minutes, même pas de voiture pour aller bosser, quoi. Et je reste 2 minutes. Du palais souterrain central bâti pour Geyser, 11 puits ont été posés. Chacun présentait une profondeur de 33 mètres et ils étaient remis par une galerie horizontale d'une vingtaine de mètres. Les 5 premières galeries étaient destinées aux membres de la famille royale. Je suis désolée, je vois que dalle, alors je tourne un peu en rond. 2 passages venaient sous terre et se séparaient dans 3 directions vers diverses galeries de stockage. Ce vaste ensemble souterrain comportait des entrepôts et des sites de repos. L'un des tunnels, partant de la face est de la pyramide, contenait 40 000 récipients en pierre, dont beaucoup avaient appartenu aux ancêtres. Faire un réglage, à mon avis, j'ai oublié un truc. Non, ça devrait être mieux pour vous ici. Oh, j'ai si je lisais les trucs comme ci, ce serait beaucoup mieux. Tu les as fait, toi, les Assassin's Creed et le Max? Oh non, je pars à l'envers. Je suis très douée. Et tout ça. C'est pas grave. Hop, c'est bon, on y arrive. La chambre funéraire de Geyser se trouve au fond du puits central, d'une profondeur de 28 mètres. Selon l'égyptologue Jean-Philippe Louet, elle était initialement composée de blocs de calcaire poli et son plafond était orbité d'un ciel. Par la suite, les blocs de calcaire furent remplacés par du granit, laissant en place des fragments de calcaire décorés d'étoiles. D'accord, ouais, ok. À la base de la chambre, de nombreux tunnels s'étendent dans toutes les directions. Ce dédale de tunnels, galeries et salles couvre plus de 5 km. Il comprend de nombreux cul-de-sac et portes factices. Leur fonction était peut-être davantage liée à l'au-delà que destinée à berner les pillards. Ça sert quand même pour ça. Parce que s'ils sont pas foutus d'aller au bon endroit. Contrairement aux pyramides de Khéops et de Mykérinos, celles de Geyser ne présentent pas d'ouverture causée par les voleurs. Elles auraient été inutiles, compte tenu de la facilité d'accès aux tunnels et aux couloirs. Une fois à l'intérieur, les voleurs pouvaient aisément les. On ignore à quelle époque fut volée la momie de Geyser. On n'a retrouvé qu'un pied gauche, découvert par l'égyptologue français Jean-Philippe Louet en 1934. Cet architecte qui a consacré sa vie à l'exploration. Il s'agit de celui de Geyser. Pas sûr. Les quartiers du pharaon, aussi appelés les chambres bleues, sont décorés de dalles bleu-vert, destinées à reproduire des nappes de boson, des murs et des murs. La pierre a été
les côtes à côte selon l'axe nord-sud. La salle sud comporte des portes tactiles séparées par des panneaux de pierre, tandis que la salle nord est un couloir permettant d'accéder à des salles. Les salles voisines ont été initialement des autres. Et de rendre visite à des sanctuaires. Les intérieurs sont des ajouts imaginés par notre équipe afin de rehausser l'aspect merveilleux. La sophistication et la taille de ce complexe faisaient de lui sur le point de vue technologique. De toute façon, ils ont fait des trucs de fou. Pyramide de Snef. Bienvenue dans la première pyramide de Snef. C'est pendant le long règne de Snef, premier roi de la 4e dynastie, qu'a débuté la période la plus brillante et la plus créative en matière de construction d'édifices funéraires. C'est à cette époque qu'on est passé de la pyramide à degrés à la pyramide à face lisse, ce qui indique l'évolution des méthodes de construction. La première tentative de construction de ce type fut la pyramide de Meidoun. C'est impressionnant. Initialement, le monument de Snef était une pyramide à 7 degrés, mais il fut par la suite modifié pour recevoir un 8e. La phase finale de la construction, on combla les degrés et on appliqua un revêtement pour aboutir à une surface lisse. Et cependant de cohésion, ce qui priva le revêtement d'une base solide. La base des 4 murs de contreforts extérieurs céda, ce qui entraîna le glissement et malgré son c'est également ici qu'on construisit pour la première fois une chaussée venant de la vallée au centre de la pyramide. De même, la chambre funéraire ne se trouvait plus au fond d'un puits, mais au-dessus du niveau du sol. Ce changement marque le début du système à 3 chambres. Alors, on en a fait 12 aussi aujourd'hui. Je serais d'avis qu'on se garde la suite